Je m'appelle Miles Carter. Je n'étais pas censé être à la baby shower, mais j'y suis quand même allé par courtoisie, ou peut-être par curiosité. Le hall de l'appartement était déjà animé de ballons pastels et d'un léger parfum de cupcakes à la vanille lorsque j'ai franchi la porte. Le rire de Tessa a résonné dans le couloir tandis que je montais les escaliers 2 par 2. Ma veste de costume me semblait soudain trop serrée. Mon tatouage était de sortie pour une occasion dont je savais que Belle ne m'avait pas invité. Juste des femmes et la famille proche, avait-elle insisté au téléphone, d'une voix sèche et assurée. Mais c'étaient ses mots, pas les miens. Et c'était mon immeuble, ma porte d'entrée, mon sanctuaire envahi. Le salon avait été transformé en une fête foraine sur le thème de la crèche. Des banderoles roses pendaient du plafond, encadrant une table chargée de sandwichs, de brochettes de fruits et de monticules de cake pop disposés comme de minuscules bouquets. Une banderole écrivait « Bébé-fille » en lettres scintillantes, et chaque chaise était recouverte d'un tissu à froufrou, donnant l'impression d'avoir erré dans un pays des merveilles enfantins. Mon cœur se serra en voyant ce lieu, tant de détails méticuleusement planifiés sans la moindre considération pour mes propres sentiments. Étais-je une invitée ou une pièce exposée? Je m'arrêtai près de la table des cadeaux au ruban et ne masquai les boîtes qui promettaient des couches et des grenouillères. Sa mère, Madame Aron, rôdait à proximité, ajustant une photo encadrée de Tessa dans une robe de soirée rose datant d'il y a des décennies. Elle ne leva pas les yeux à mon entrée, mais je croisai son regard dans le miroir au-dessus de la cheminée et vis la légère moue de sa lèvre, comme si elle avait toute la puissance nécessaire. Elle hocha poliment la tête et esquissa un mince sourire qui ressemblait davantage à un avertissement. Je me demandais si elle se souvenait seulement de l'appartement où nous étions. Quand Belle me remarqua enfin, son expression s'illumina d'un mélange de surprise et d'agacement. Elle avait choisi une robe couleur pêche bordée de dentelle qui flottait sur ses épaules comme si elle vivait encore dans un conte de fées romantique. « Tu es venu » dit-elle d'une voix si basse que je suis seul à l'entendre. J'ai haussé les épaules, forçant un sourire désinvolte. Tu sais, je détesterais manquer un événement familial. Son menton se releva en un défi silencieux. Prouve ta loyauté. Prouve que tu as ta place ici. J'essayais de me souvenir de la dernière fois où elle m'avait lancé un regard aussi fier plutôt que dédaigneux. Tessa bondit vers moi, l'excitation rayonnant comme un soleil. Elle était radieuse, les cheveux épinglés en arrière par des fleurs fraîches, les joues rouges. Miles, merci beaucoup d'être venu, gazouilla-t-elle en me serrant dans ses bras. Sa chaleur me fit un pincement au cœur. En d'autres circonstances, j'aurais été sincèrement heureuse pour elle. Mais cette chaleur était une mise en scène orchestrée pour me faire sentir bienvenue dans ce qui était devenu la maison de quelqu'un d'autre. Je lui tapai l'épaule, veillant à ne pas révéler la colère qui brûlait dans mes yeux. Le silence se fit lorsque Belle s'avança, tenant un cadre doré qui accrochait la lumière comme un projecteur. Toutes les têtes se tournèrent. Tout le monde se pencha. Je me demandais si c'étaient les mêmes visages qui avaient murmuré dans mon dos quand j'étais arrivé dans un manteau délavé, encore secoué par de longues heures passées au bureau d'études. Puis sa voix résonna d'une clarté cristalline, un cadeau de nous tous. Elle souleva la tête. Le cadre s'éleva et les invités s'exclamèrent. Je fixai le document orné à l'intérieur, l'acte de propriété de mon appartement. Mon nom y défilait, se tordant dans une cruelle parodie de propriété. Un silence s'abattit sur la pièce. L'air me parut soudain trop lourd pour respirer. Des confettis pleuvaient du plafond, roses, blancs, dorés, et voletaient autour de moi comme des flocons de neige moqueurs. Des applaudissements suivirent, polis d'abord, puis enthousiastes. Tessa applaudit, les larmes aux yeux. Madame Arlan rayonnait. Les lèvres de Belle s'étirèrent en un sourire triomphant, le genre réservé aux vainqueurs impitoyables. Je déglutis difficilement, la bile au fond de la langue. Mon appartement, l'endroit où j'avais investi mes économies, les murs que j'avais peints de mes propres mains, offerts comme un bibelot. Elle baissa le cadre et se pencha vers moi, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu as 30 jours pour partir. Les mots blessèrent plus profondément que n'importe quelle lame. 30 jours. Je m'imaginais faire des cartons, engager des déménageurs, chercher. Pour un nouveau poste sur un marché impitoyable envers quelqu'un dont le crédit avait été sapé par un conjoint sans scrupules. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas montré de peur. Au contraire, j'ai souri lentement et avec assurance, comme un acteur expérimenté. Un jour suffit, ai-je murmuré, laissant chaque syllabe se poser entre nous. Un instant de silence. Puis la pièce a explosé à nouveau. Rire,
verres qui s'entrechoquent, photos prises. Ils pensaient que j'allais craquer. Ils pensaient que j'allais supplier. Je me suis détourné de leur visage et j'ai regardé autour de moi une dernière fois. La bibliothèque en chaîne sur mesure que j'avais installée, maintenant drapée de bonnets de bébé. La collection de vinyles rares empilés sous des cadeaux roses. Le simple canapé gris que j'avais choisi en solde, maintenant caché sous une housse à volant. Des souvenirs ont jailli dans ma tête. Des nuits tranquilles à lire à la lumière d'une lampe. Des matins à boire du café sur ce canapé. L'écho du rire de mon fils quand il venait me rendre visite. Tout cela. Il pensait pouvoir l'effacer d'un simple coup de papier. Mais voilà la vérité. Je portais des documents dans ma poche. On pouvait falsifier des actes. On pouvait falsifier des signatures. Le papier ne signifiait presque rien sans une volonté de le faire respecter. J'avais déjà anticipé cette trahison, tout était prêt en coulisses. Mon sourire s'élargit tandis que je me dirigeais vers la porte, les épaules droites. Ils continuaient leur célébration, inconscients de la tempête que j'avais déjà déclenchée. J'ai croisé le regard de Tessa un instant. Ses larmes avaient séché, remplacées par l'horreur. Et j'ai laissé échapper une lueur de compassion, non pas pour elle, mais pour la vie qu'elle mènerait lorsque sa sœur comparaîtrait devant le tribunal. Je suis sorti dans le couloir, les ballons pastels flottant comme des bouées dans un océan de tromperie, et j'ai refermé la porte doucement derrière moi. Mon téléphone vibrait de messages. Tout va bien? D'un collègue. Je suis vraiment désolé. De mon cousin Jared. Que s'est-il passé? D'un vieil ami. Je n'ai pas répondu. J'ai remonté l'escalier. Chaque marche était une promesse de ce qui allait arriver. Dehors, le ciel déclinait, et je respirais. Dans l'air frais. Personne ne s'attendait à ce que j'agisse si vite. Personne ne soupçonnait à quel point je m'étais préparé. Ce soir, l'appartement semblait vide, mais demain, il m'appartiendrait d'une manière qu'on ne pourrait jamais me prendre, car je n'avais pas besoin de 30 jours. Il me fallait un jour. Un jour suffisait. Au lever du soleil, j'étais déjà en mouvement. La pâle lumière matinale filtrait à travers les stores de l'appartement vide, projetant de longues ombres anxieuses sur le parquet nu. Mon téléphone était ouvert sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une tasse de café noir fumant. Le numéro de l'équipe de déménagement clignotait à l'écran. J'ai composé avant même d'avoir avalé une gorgée. Mes doigts étaient stables malgré le tremblement que je ressentais dans mes entrailles. Déménagement de Jack. Une voix endormie a répondu. Je leur ai donné l'adresse, la date et l'heure, 5 heures précises. C'était un rappel à l'époque où je rénovais de vieilles maisons en grès brun, un monde de sueur et de plaques de plâtre où l'ordre était primordial. J'ai raccroché avec la même détermination tranquille que j'avais l'habitude d'abattre des murs et d'en construire de nouveaux. C'était une véritable démolition. À 5 heures précises, le gérant de l'immeuble a déverrouillé la porte. Il m'a regardé comme s'il attendait des excuses, mais j'étais au-delà. J'ai hoché la tête en guise de salut et suis entré. L'air sentait légèrement le désodorisant, l'odeur des fêtes passées et du film plastique persistait. J'ai regardé 2 déménageurs costauds entrer dans l'appartement, clignant des yeux devant le vide surréaliste de l'espace. Il n'y avait pas de ballon, pas de sandwich au thé, pas de serpentin pastel, juste le cadre au mur où la bannière de la baby shower de Tessa avait été accrochée, dans la silhouette floue de meubles disparus. J'avais l'impression d'entrer sur une scène de crime si le crime était de la courtoisie et de l'hospitalité. Personne n'est venu m'en empêcher. J'avais donné un préavis de 30 jours, mais j'avais déjà d'autres plans. L'équipe de GEC a déménagé avec une efficacité éprouvée. Armoires déboîtées, luminaires dévissés, interrupteurs arrachés des murs. Je suis passé derrière eux, scrutant les vestiges du bout des doigts. Là où les sourires avaient autrefois été accrochés. Le parquet en chaîne sur mesure que le petit ami de Tess avait installé. Ses pieds les plus fiers se dressaient par section. Chaque planche laissait derrière elle un souvenir de « oui » et de notre chez nous. Je me souvenais de ses vantardises, de la façon dont Belle avait encensé son œuvre pendant que je l'écoutais poliment. Maintenant, ces planches s'empilaient de plus en plus près de la porte, leurs aspérités saillantes comme des promesses non tenues. Je ne ressentais aucune culpabilité. C'était la justice rendue par mes propres mains, et je savourais chaque cliquetis de métal et chaque bruit sourd du bois frappant le couloir. Même la machine à laver et le sèche-linge qu'ils utilisaient quotidiennement étaient mis en caisse. Cet ensemble était bien plus que de simples appareils électroménagers. C'était l'odeur des serviettes humides,
le bourdonnement des cycles de lavage, le signe d'une famille prenant lentement racine dans ce qui avait été le mien. Je refusais de laisser quoi que ce soit derrière moi. Pas une seule poignée de porte, pas une lueur de chaleur. Au lever du soleil, l'appartement paraissait aussi inerte que les relations qui y existaient. Je m'arrêtais au milieu du salon, observant mon travail. Des nuages de poussière flottaient. La lumière dansait comme des témoins de la scène. J'ai regardé ma montre et j'ai envoyé un message à Belle. Tout est en cours de collecte ce matin. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Est-ce une blague? Son message semblait faible, comme l'emprise d'une personne en train de se noyer sur une bouée. J'ai marqué une pause avant de répondre, voulant savourer sa panique. Au lieu de cela, j'ai écrit succinctement, pas encore. Mais la livraison de demain pourrait bien avoir lieu. J'appuyai sur « Envoyer » et remis le téléphone dans ma poche, le cœur battant, non pas de regret, mais d'impatience. L'équipe terminait de charger la dernière caisse dans le camion de déménagement. Je tendis à Jake une enveloppe, pleine à craquer d'argent liquide et de reçus, le paiement intégral, sans même un regard sur la liste détaillée. Il inclina la tête en signe d'approbation, murmura « Je vous en prie, faites affaire », puis grimpa au volant. Resté seul, je traversai une dernière fois l'appartement. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres vides, illuminant les poutres nues et le plâtre apparent des anciens murs. J'imaginais le cri de Tessa lorsqu'elle réalisa que sa chambre d'enfant avait disparu. J'imaginais la rage de Marco lorsqu'il découvrirait ses enceintes démontées, les fils arrachés des murs. J'anticipais l'incrédulité de Belle lorsqu'elle ne parvint pas à retrouver le moindre objet. Un petit sourire satisfait se dessina sur mes lèvres. C'était le début de sa réflexion. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assise dans ma voiture, moteur coupé, à regarder. J'avais accès aux images du couloir grâce au système de sécurité de l'immeuble. J'avais pris soin d'obtenir les identifiants des mois auparavant, sous prétexte de vérifier le bon positionnement des caméras du hall. Demander une copie des images numérisées de la journée avait été simple. Maintenant, je consulte la vidéo et rembobine jusqu'au moment où ils sont rentrés du brunch. Tessa était entrée la première, les bras chargés de ballons pastels et d'un gâteau de couche en toile. Marco suivait, café à la main, tous deux souriant à la vue de ce qu'ils croyaient être leur héritage. Puis l'équipe de déménagement les suivit, les mains vides, l'air suffisamment officiel pour qu'on y jette un coup d'œil, mais pas au point de déclencher l'alarme. J'ai vu le sourire de Tessa se figer, puis s'estomper. Elle s'est agenouillée près de l'âtre nu, les mains portées à son visage. Marco a juré dans sa barbe et s'est passé une main dans les cheveux. Belle se tenait dans l'embrasure de la porte, la robe de baby shower qu'elle portait 6 jours plus tôt, remplacée par un simple chemisier et un jean. Impossible d'organiser une fête quand on est sous le regard fixe. Lors de l'expulsion en plein jour. Son visage est devenu pâle, ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour exiger une explication, mais elle n'a rien dit. Elle n'avait plus de mots. J'ai rembobiné la cassette pour saisir chaque étincelle d'émotion, chaque regard de trahison, en sauvegardant les horodatage comme des trophées. À 18h41, j'étais de retour dans mon appartement, à nouveau à moi, en train de me verser un scotch sur des glaçons. Mon téléphone s'est allumé d'appels et de messages frénétiques de la famille de Belle, passant de ce qui se passe à « vous ne pouvez pas faire ça », pour me parler. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis près de la fenêtre donnant sur la rue calme, les feux arrière du camion de déménagement disparaissant au coin de la rue. J'ai siroté lentement le whisky, laissant sa chaleur se répandre en moi comme une douce justification. Ce n'était que le début. Demain, j'avais une livraison prévue. 2 canapés blancs, de nouveaux luminaires, une livraison d'électroménager pour remplacer ceux que j'avais récupérés. Nouvelle peinture, nouveau revêtement de sol, un nouveau départ, et derrière tout cela, une surprise finale. J'avais économisé un certificat d'authenticité. Lettre à Belle l'informant d'une action en justice pour rupture de contrat et détournement de propriété. Elle en trouverait 40 exemplaires livrés à toutes les adresses qu'elle avait utilisées. Je me suis permis un petit rire en pensant à ces répondeurs qui sonnaient à l'unisson. J'ai posé mon verre et contemplé l'appartement vide, désormais plein de possibilités. Le silence était total, certes, mais dans ce silence résonnait le bourdonnement du potentiel. J'avais repris ce qui m'appartenait, mais surtout, j'avais retrouvé ma dignité. Le soleil du lendemain révélerait un espace transformé, au rendu exceptionnel et sans aucun lien avec la tromperie. Et tandis que les lumières de la ville s'allumaient en contrebas, je me sentais apaisé,
confiante que le travail de cette journée résonnerait dans chaque sursaut soudain et chaque appel frénétique de ceux que je considérais autrefois comme ma famille. Il ne s'agissait pas seulement de déplacer des meubles. Il s'agissait de démanteler la façade qu'ils avaient érigée autour de moi, et ce plus vite qu'ils ne pourraient falsifier un autre acte. J'ai acheté l'appartement en 2020, attiré par sa simplicité et sa solitude. Il était petit, un peu moins de 1000 mètres carrés. 65 mètres carrés, mais son charme discret m'a séduite. Une seule grande fenêtre dans le salon donnait sur la rue en contrebas, et la lumière qui l'envahissait chaque matin était une promesse. Je l'ai meublé de trouvailles d'occasion, d'une solide table à manger en chêne, d'un canapé gris discret chiné dans une friperie et d'une bibliothèque en bois de récupération. J'ai peint les murs d'un gris tourterelle chaleureux, installé des luminaires vintage en laiton et posé un sol stratifié foncé imitant l'aspect du parquet vieilli. Chaque détail a été choisi avec soin, reflétant mon désir d'une maison qui n'appartienne qu'à moi. Belle n'a jamais aimé ça. Quand je l'ai amenée ici pour notre premier anniversaire, elle a froncé les sourcils en voyant les murs nus, dépourvus de fioritures. C'est trop simple, avait-elle dit en effleurant du doigt une zone de plâtre vide où j'avais prévu d'accrocher un tableau. J'ai haussé les épaules, me disant que ses goûts penchaient vers l'extravagance. Je lui ai rappelé que c'était mon chez-moi, le seul sanctuaire que je connaissais. J'avais économisé pour après mon passage à la direction d'entreprise. Elle a souri poliment et a passé la nuit à parcourir les annonces d'appartements de luxe sur son téléphone, chuchotant à propos de comptoirs en marbre et de caves à vin encastrées. J'ai ri, interprétant sa désapprobation comme une bizarrerie plutôt qu'un avertissement. Quand Tessa et Marco ont emménagé, Belle a qualifié cela de temporaire. Ils avaient des difficultés financières, m'a-t-elle expliqué, et n'avaient besoin que de quelques semaines pour se remettre sur pied. J'ai acquiescé par amour ou peut-être par fatigue, car sa voix portait le poids de l'inéluctabilité. Les 2 premières semaines se sont déroulées sans incident. Tessa a rangé la chambre d'amis et Marco s'est occupé des petites réparations. Je les ai à peine vus. Je rentrais tôt et tard. Le bruit de mes rénovations et de mon travail en freelance m'empêchait de penser à la fréquence à laquelle je tournais autour du salon le matin, attendant une reconnaissance, une gratitude. Rien ne venait. Puis est arrivé le chat. Un matin, j'ai trouvé une queue fine qui frémissait sous la table basse. Marco m'a assuré que ce n'était que pour quelques jours, un animal adopté qui avait besoin d'être adopté. Tessa s'est penchée sur la créature effrayée comme si c'était son propre enfant. Le chat a griffé la coudoir de mon canapé, et je leur ai demandé de ne pas le poser sur les meubles. Ils m'ont regardé avec de grands yeux, comme si j'exigeais quelque chose d'extravagant. Ce n'est que temporaire, a murmuré Tessa. 2 semaines plus tard, le chat a gratté la peinture des murs, et j'ai remplacé le coussin du canapé avec mon propre argent. Je me suis dit que la famille comprenait les accidents. Je me suis dit que l'amour exigeait des sacrifices. Des meubles ont commencé à apparaître sans prévenir, une chaise en osier au pied de mon lit, un buffet dans l'entrée, un tapis moelleux qui recouvrait la moitié du sol du salon. Des publications Instagram affichaient notre petit foyer en train de prendre forme avec des hashtags comme #homemaking et #familyfirst. J'apparaissais en arrière-plan d'une photo, tenant une boîte à outils et fixant une lame de parquet mal fixée. Il n'y avait aucune étiquette, aucune mention, aucun sourire adressé à moi. Juste le faible écho de ma présence, comme si j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai essayé de me plaindre, de tracer une ligne. C'est mon appartement, me suis-je rappelé. La voix crispée par la frustration, Belle balaya mon inquiétude d'un mouvement de tête. C'est notre maison familiale maintenant, dit-elle en posant une main sur l'épaule de Tessa. J'ai senti ma poitrine se creuser au mot « heure ». C'était comme une trahison prononcée à voix basse. J'ai rougi de colère, mais ils ont soutenu mon regard et ont refusé de bouger. Alors, je me suis tu. La véritable prise de pouvoir a commencé par le changement de langage. Ce n'était plus l'appartement de Miles. C'est devenu l'endroit, notre maison, notre appartement. Ils sont passés à l'improviste, apportant valises et disputes sur la proximité de bonnes écoles pour le bébé qu'ils attendaient. Même si le bébé n'était pas à moi, leur voix résonnait dans le couloir. Il nous faut plus de rangement. Puis-je repeindre la chambre d'enfant? Je m'occuperai du loyer pendant un moment. Je les ai regardés réviser le bail et la police d'assurance, en ajoutant leur nom au mien. J'ai découvert les changements lorsque des appels de numéros inconnus m'ont alerté que j'étais l'un des nombreux occupants principaux. Lorsque j'ai insisté pour obtenir des précisions sur Belle, elle m'a adressé son expression la plus experte. D'inquiétude.
On est de la même famille, dit-elle. Pourquoi compliquez-vous autant les choses? Son regard était doux, me suppliant de me faire entendre raison. Mais les documents que j'avais entre les mains étaient durs. Ordre du jour et amendement signé sans mon consentement. Un appartement à mon nom transformé légalement en propriété détenue par nous trois. J'ai senti les murs se resserrer. Ces mêmes murs que j'avais érigés s'étaient retournés contre moi. Mon refus de transférer l'acte a attisé leur désespoir. J'ai découvert que Belle avait fait appel à son père. Son père, un notaire à la retraite avec suffisamment de relations pour embrouiller n'importe quel système juridique. J'ai appris qu'il avait falsifié des signatures, utilisé mes anciens formulaires d'impôt, créé une fausse procuration. J'avais des preuves enfouies dans un dossier sur mon ordinateur portable, des courriels demandant des copies notariées de mes documents, des scans numériques fournis pendant la période des impôts. J'ai remonté chaque piste de falsification avec une satisfaction sombre, étiquetant chaque dossier comme une preuve dans une affaire qui s'accumulait depuis des mois. Mais je gardais toujours l'illusion du calme. Je les ai laissés poursuivre dans une ignorance béate, décorant la chambre d'enfant de couleur pastel. Décalcomanie, assemblage de berceaux et de chaises à bascule. J'ai souri lorsque Tessa m'a demandé de l'aider à installer un mobile au-dessus du berceau. Imaginant l'excitation, tout en mémorisant chaque vis et chaque support, j'écoutais le cri des couvertures de nouveau-nés lavés dans l'appareil que j'allais finalement emporter. J'ai noté les dates sur leurs invitations à un brunch et les articles qu'ils avaient remplis sur leur liste de naissance, poussette, berceau, babyphone, et j'ai calculé combien ils avaient dépensé pour ce qui m'appartenait. Tard un soir, j'ai regardé autour de moi dans l'appartement pendant qu'ils dormaient. Belle sur le canapé, la tête sur l'épaule de Tessa, Marco ronflant doucement sur le lit d'appoint. J'ai fermé les yeux et ressenti le poids de tout ce que j'avais perdu. Puis je les ai rouverts et j'ai senti l'étincelle d'une autre résolution. J'ai attrapé mon téléphone, le pouce sur l'écran, tandis que je rédigeais le premier courriel à un avocat que j'avais consulté l'année dernière pour une planification successorale. J'ai appuyé sur « Envoyer ». À cet instant, j'ai repris mon pouvoir. J'ai laissé un petit sourire flotter sur mes lèvres, savourant encore le goût de la justice. À venir. Cet appartement avait été mon refuge, mon havre de paix. Il était devenu le théâtre d'une pièce de théâtre trompeuse que je refusais d'observer depuis le public. Maintenant, j'allais occuper le devant de la scène. J'exposerais chaque mensonge, démêlerais chaque signature contrefaite et dépouillerais chaque meuble qu'ils avaient empilé dans ma vie sans permission. Et quand la poussière serait retombée, cet endroit, mon chez-moi, m'appartiendrait à nouveau, débarrassé des imposteurs et des bandits déguisés en famille. La lumière de cette unique fenêtre éclairerait un foyer rénové, et non une forteresse percée. Et dans cet espace renouvelé, je reprendrais possession de tout ce qui m'appartenait. Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement, comme une lente marée rampant sur du sable familier. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsque Belle a cessé de l'appeler l'appartement de Miles. Un soir, en rentrant du travail, j'ai entendu le claquement de talons sur le parquet et un chœur de voix étouffées. Je suis entré dans le salon et, sans lever les yeux, Belle a dit « Bienvenue ici », comme si elle accueillait un inconnu à la porte de quelqu'un d'autre. Je m'arrêtai, clé en main, la gorge serrée. L'endroit, demandai-je d'une voix neutre. Elle sourit et fit un geste de la main vers la pièce où Tessa disposait des coussins moelleux. Notre appartement, dit-elle. Je ravalai ma réplique et posai mon sac, faisant semblant de ne pas entendre. Ce changement de langage était plus que sémantique. C'était la propriété qui m'échappait et qui m'échappait de mes conversations quotidiennes. C'était devenu notre appartement et les invitations, l'endroit sur les tags Instagram. Leurs voix se mêlèrent, le rire éclatant de Tessa, le murmure d'approbation de Marco, la douce insistance de Belle, et je me retrouvais comme un écho dans un cœur qui ne m'incluait plus. Quand j'essayais de les corriger, rappelant à Belle aussi gentiment que possible, c'est mon appartement. Vous êtes tous des invités, me lança-t-elle simplement ce même regard calme et affectueux, comme si mon irritation provenait d'une étrange insécurité. Nous sommes une famille, insista-t-elle. Ces mots me firent l'effet d'un bouclier, déviant chacun de mes arguments. J'essayais de m'accrocher aux petits rituels qui caractérisaient mon foyer, préparer le café le matin, ouvrir les stores pour laisser entrer le soleil levant, écouter des vinyles le week-end. Mais chaque geste était accueilli par des ajustements qui ressemblaient à des invasions. Un samedi, je descendais l'escalier en fredonnant, prête à prendre ma tasse rituelle, et je trouvais Tessa dans la cuisine, en train de mesurer du lait maternisé à côté d'une nouvelle machine à expresso.
J'ai ravalé mon irritation tandis qu'elle rayonnait. Il faut que tu goûtes ça, dit-elle en me tendant une petite tasse en céramique remplie de mousse. J'en bus une gorgée, douce et amère, tandis qu'elle discutait de thèmes pour la chambre de bébé et de prénoms potentiels pour bébé. Les commissures de mes lèvres se pincèrent et je posai la tasse. Ce n'était plus mon îlot central. C'était un espace de préparation pour le rêve. Puis vint la transformation de la chambre d'amis. Tard un soir, j'y suis allé chercher une vieille boîte à outils, et j'ai découvert du papier peint pastel au mur, ainsi qu'un berceau blanc assemblé au centre. La lueur fluorescente d'un nouveau plafonnier se reflétait sur un mobile suspendu au-dessus. Je me suis figé, le cœur battant, à fixer le matelas du berceau et son drap rose à pois. « Salut », ai-je dit doucement. Tessa a levé les yeux d'une pile de grenouillères décorées. « On a pensé que ce serait plus sympa que tout soit prêt », a-t-elle dit d'une voix chaleureuse, presque timide. J'ai hoché la tête, la voix creuse. « D'accord. » Je suis sorti de la pièce à reculons comme si je sortais d'une scène qui ne m'appartenait plus. Marco a ajouté à la suite. Un matin, j'ai trouvé de lourdes enceintes boulonnées au coin du plafond du salon. La musique pulsait à travers les murs, une ligne de basse grave qui vibrait sous mes pieds. J'ai suivi le son à l'étage où il se tenait à jouer avec une télécommande. « Tu vas adorer les soirées cinéma maintenant », dit-il en faisant un geste expansif. Je me demandais quand il les avait achetées, où il les avait rangées, comment il avait convaincu Belle d'accepter. J'aurais voulu lui dire de les retirer pour que l'espace retrouve son calme et sa sérénité, mais il s'est contenté de me faire un clin d'œil, comme si Belle et lui étaient impliqués dans une plaisanterie privée, et a monté le son. Le coup de grâce est arrivé en ligne. Un soir, je me suis réveillé sous une avalanche de notifications, des icônes lumineuses dansant sur l'écran de mon téléphone. Et voilà, le message d'annonce de Tessa, encadré d'émojis en forme de cœur, se vantant qu'elle et Marco attendaient un enfant. Les commentaires ont afflué. Félicitations, ballon, gâteau virtuel. Je fixais l'écran, le pouls battant, tandis que la pièce s'assombrissait derrière moi. Belle est entrée, a vu le message sur mon visage et a haussé les épaules, les mains dans les poches. Leur famille, a-t-elle répété d'une voix douce mais ferme. Je voulais te le dire, mais je pensais que tu le comprendrais bien assez tôt. J'ai scruté son visage, essayant de déchiffrer si elle s'excusait ou était simplement détachée. Elle a réduit la distance entre nous et a posé une main sur mon épaule. Miles, c'est excitant. Sa chaleur était comme une autre couche de ciment qui m'isolait. Mon refus de transférer l'acte était mon dernier rempart. En attendant qu'il trouve un moyen de me contourner, j'ai confronté Belle ce soir-là, d'une voix basse mais ferme. Tu ne peux pas faire ça dans mon dos, ai-je dit en agitant mon téléphone entre nous. Je n'ai signé aucun papier. Cet appartement est à moi, a-t-elle soupiré, et j'ai vu ses yeux scintiller d'une lueur presque dangereuse. Dommage. Tu sais que je t'aime, a-t-elle dit. Mais ils ont besoin d'un foyer. J'ai insisté. La famille ne vole pas. La famille ne falsifie pas de documents pour me déplacer. Elle a secoué la tête. De la tristesse dans sa voix. Je suis désolé. Puis elle m'a proposé un compromis. Des droits de visite prolongés, une part du loyer, la promesse qu'il déménagerait après le bébé. J'ai ressenti une nouvelle vague de colère face à son audace et je me suis détourné sans un mot. Une semaine plus tard, le courriel est arrivé. L'objet était « Transfert d'acte signé ». J'ai ouvert le PDF en tremblant. Doigt. Il était là, mon nom remplacé, ma signature apposée sur un document tamponné par Monsieur Arlon lui-même, notaire à la retraite. Mon ancien formulaire d'impôt avait été réutilisé, ma signature contrefaite sous un sceau notarié qui portait le poids de la légitimité. Ils avaient souri en le faisant. C'est ce que Belle m'avait dit lorsque j'avais exigé des explications, souriant sous prétexte de famille. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma main tremblait tandis que je parcourais les pages, chaque ligne d'ardoise témoignant silencieusement de leur trahison. Pourtant, au milieu des décombres de cette trahison, j'ai senti une étincelle de lucidité. Je me suis déconnecté de la messagerie et me suis assis dans l'obscurité silencieuse de ce qui avait été mien. Le mur semblait me serrer, mais je me suis redressé et j'ai respiré profondément. Ce n'était pas la fin. C'était un tournant, un moment de vérité révélant tous leurs mensonges. J'ai tapé sur un contact enregistré sous « conseiller juridique », mes doigts survolant l'écran tandis que je décrivais ce qui s'était passé. Ma voix était calme, chaque mot mesuré, déterminé. Je ne le ferai plus.
Je serais réduite au silence par le gaz. La famille ne servirait plus de couverture au vol. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis levé, pénétrant dans le salon où les haut-parleurs diffusaient encore un autre morceau d'essai, où des grenouillères pastel étaient accrochées dans l'embrasure de la porte. J'ai regardé l'espace avec un regard neuf. Non pas une forteresse conquise, mais un champ de bataille que j'avais l'intention de remporter. Cette lente prise de pouvoir avait été furtive et cruelle, mais je l'avais découverte. Maintenant, j'allais reprendre le contrôle, en commençant par un coup de fil, une lettre, une action en justice à la fois. Et une fois la poussière retombée, le nôtre reviendrait au mien. Entre les murs de cet appartement, mon appartement serait le témoin du dernier chapitre de leur tromperie. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, je me suis assise à mon bureau improvisé dans le nouvel appartement que j'avais loué en bordure de Fairview Heights et j'ai imprimé méthodiquement tous les reçus que je pouvais trouver. Relevés bancaires, commandes en ligne, factures d'entrepreneurs, le tout représentant jusqu'à 212 000 $ de dépenses directement liées à cet endroit que j'appelais autrefois mon foyer. Je les ai disposés sur la table, les bords se chevauchant, chaque ligne étant différente. Un témoignage de mon investissement. J'ai ensuite rassemblé des cartons solides dans un magasin de fournitures locales et j'ai commencé à les étiqueter un par un, avec la précision calme de quelqu'un qui a répété ce moment dans sa tête des centaines de fois. Boîte 1, des chaussures de bébé, toujours pas à moi. Boîte 2, des grenouillères roses. Boîte 3, un mobile pour chambre d'enfant. Boîte 4, des coussins pour notre maison. Boîte 5, un cadeau encadré de nous tous. Arrivé à la boîte 12, intitulée « Excuses », la liste était devenue plus précise. Boîte 6, des actes falsifiés. Boîte 7, un sceau de notaire. Boîte 8, des SMS. Boîte 9, des emails. Chaque étiquette était une accusation. Chacune créait un monument à leur trahison. Je me suis arrêté pour étirer les bras, jetant un coup d'œil à la porte. Il n'y avait aucun prix intrinsèque à ce moment. Pas de grand discours, pas de vidéo virale orchestrant une exposition pour les siècles. J'ai regardé les piles de cartons bien ordonnées qui bordaient le couloir, les étiquettes impeccables de ma main, et je me suis permis un hochement de tête satisfait. J'avais choisi chaque moment avec soin. Le timing, le libellé, la présentation. Ce n'était pas une crise de colère. C'était une révélation. J'ai fermé le dernier carton, marqué « Boîte 64 », le parquet en chêne, le plus gros objet, et j'ai glissé une enveloppe dans le haut. J'y avais écrit « Liste de colisage, tout ce que vous avez réclamé ». À l'intérieur, une liste imprimée de tous les biens et privilèges qu'il s'était arrogés, ma télévision à écran plat, les meubles sur mesure, le canapé griffé, et une demande polie de rendre compte de chacun avec des excuses formelles ou un remboursement. Le lendemain matin, j'arrivais avant le lever du soleil. J'avais loué un camion de chargement pour quelques heures afin de ramener les cartons à l'ancien appartement. Je savais que la famille de Belle allait se réveiller avec sa routine tranquille et prévisible. Alors, je me suis empressé de ranger les caisses en rangées ordonnées, bloquant l'entrée, leurs étiquettes tournées vers le pas de la porte comme des siècles silencieux. J'ai porté le dernier carton au centre du salon, celui qui marquait mon silence. Je me suis assis dessus, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Par le Judas de la porte, j'ai vu la première forme apparaître. Marco, un café à la main, toujours vêtu de son sweatshirt délavé. Sa clé tâtonna dans la serrure. Lorsque la porte s'ouvrit, Tessa se raidit rapidement. Pantalon de pyjama et cheveux en chignon décoiffés, les yeux mi-clos de confusion. Ils se figèrent en contemplant le tableau. Belle arriva la dernière, alertée par le frottement du carton et le léger craquement du ruban adhésif qu'on tirait. Elle se tenait sur le seuil, encadrée par la lumière matinale, le visage pâle. « Miles » demanda-t-elle d'une voix faible. Je décroisai les jambes et me levai, les mains dans les poches. « Bonjour » dis-je d'une voix ferme. Leurs bouches s'ouvrirent, puis se refermèrent. Marco pencha la tête, plissant les yeux vers la boîte numéro 1. Les chaussures de bébé ne sont toujours pas à moi. Le regard de Tess parcourut la boîte numéro 12. Des excuses. Un soupir de baron s'échappa comme l'air d'un pneu crevé. Je m'avançai, époussetant ma veste. Je pensais vous rendre tout ce dont vous prétendez être propriétaire, dis-je en désignant les boîtes. Prenez ce que vous aimez. Trouvez ce que vous voulez. Reclin ce que vous croyez vous appartient. Mais sachez cela. J'ai fini d'être silencieux. Belle déglutit,
jetant un coup d'œil à l'enveloppe de la boîte 64. Puis de retour à moi. Qu'est-ce que c'est? Chuchota TL. J'ai hoché la tête vers la boîte. Ouvrez-le et vous verrez. Elle tendit la main, tremblant, décolla l'enveloppe libre et l'ouvrit. Out la liste de contrôle d'emballage. Article après l'article méticuleusement documenté. Tout ce que vous avez réclamé. Lisez l'entête audacieux. Elle a scanné la liste, les lèvres se séparant dans un plaidoyer. Miles, s'il vous plaît, s'arrêta TL, des larmes se rassemblant au coin de ses yeux. J'ai levé une main, du palmier. Pas de mots, dis-je doucement. Juste des boîtes, puis je me suis retourné et j'ai commencé à s'éloigner, les laissant trier les détritus de notre histoire commune. Je m'arrêtai dans le couloir, à mi-chemin des escaliers et j'ai regardé en arrière. Ils étaient maintenant regroupés autour des boîtes, les dispensant avec des mains tremblantes, le craquement de ruban adhésif dans le silence. Tessa les sanglots résonnaient alors qu'elle serrait un chapeau de bébé rose tiré de la boîte Tree Nursery mobile et Marco planait au-dessus de son incertitude comment réconforter. Belle s'agenouilla à côté de la pile étiquetée mon silence coulant ses doigts sur mon écriture et je pouvais presque sentir ses excuses tacites dans le tremblement de ses épaules. Mais les excuses étaient arrivées trop tard. J'ai atteint le rez-de-chaussée et j'ai fait une pause sur l'atterrissage, inhalant la légère parfum de murs fraîchement peints. J'avais fait ce que j'ai toujours fait face au chaos. Je l'ai organisé, contenu et je l'ai transformé en quelque chose de compréhensible. Ils se réveillaient à une nouvelle réalité, où leurs hypothèses se trouvaient dans des tas de cartons et de papier imprimés. Ils devraient faire face à l'énormité de leurs actions, au coût, à la tromperie, aux dommages collatéraux, et ils se rendraient compte que la récupération de ce qui était la leur coûterait plus que ce qu'elle ne m'a jamais coûté. Je suis descendu les dernières étapes et je suis sorti sur le trottoir. L'air du matin était net, portant le bourdonnement lointain de la circulation. Je me suis arrêté près de l'entrée du bâtiment, en regardant un voisin et passé, perplexe aux piles de boîtes bordant les fenêtres du couloir. J'ai imaginé que les fils de messages de Belle explosaient. Que s'est-il passé? Il est revenu. Est-il fou? J'ai souri faiblement. Dans le fond de mon esprit, j'ai prévu les prochains mouvements. Les factures juridiques pour les frais de recours à la propriété, les appels aux banques pour geler les comptes, les lettres au notaire accusant M. Harland de fraude. Mais pour l'instant, je me tenais là, les mains dans mes poches, le contenu pour regarder les conséquences qui se déroulent. Bientôt, Belle me ferait à nouveau face, plaidant probablement pour la réconciliation. Et je devrais décider de rester dans le rôle d'un avenger calme ou de lâcher complètement. Mais en ce moment, j'ai simplement inspiré la nouvelle matinée propre et j'ai ressenti le poids de mon relevage de silence. Je n'avais pas besoin de cris ou de cris. J'avais des boîtes. Et parfois, les boîtes parlent plus que les mots. Une semaine après le tableau de la boîte, mon téléphone a bourdonné à 10h17. Parlons en tant qu'adulte. J'ai vu le nom de Belle dans ma boîte de réception, suivi d'un moment et d'un endroit, un restaurant haut de gamme à Fairview Heights. Le chapiteau. J'ai regardé le texte pendant un long moment, le pouce planant sur l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer pour laisser son ragoût dans le chaos que j'avais orchestré. L'autre partie a reconnu une opportunité. Si elle voulait parler, j'apporterais tout le poids de mes préparatifs avec moi. Ce soir-là, je m'habillais de pantalon bleu marine et d'une chemise blanche croustillante, le tissu refroidi contre ma peau alors que je examinais mon reflet dans le miroir. Pas de cravate. Il ne s'agissait pas de cérémonie, mais de confrontation. J'ai glissé mes cheveux en arrière, je suis passé mes mains sur mon chaume et j'ai emballé une sacoche en cuir mince, un lecteur USB contenant des copies de chaque document forge, un dossier de manie débordant de relevés de banque imprimés et une feuille de calcul soigneusement imprimée décomposant chaque dollar de dommages, des frais juridiques, des estimations de détresse émotionnelle et des pénalités de conversion de propriété. J'ai verrouillé la sacoche, sentant son poids contre mon côté comme une lame cachée. Quand je suis arrivé au marquet, sa façade brillait sous les réverbères, des colonnes de calcaire encadrant de grandes portes en verre. Une vallée a pris mes clés et j'ai traversé le hall. Cela a touché un contraste frappant avec mon rythme cardiaque de course. L'hôtesse m'a guidé vers une salle à manger privée à l'arrière. La table a été réglée pour 4 belles verres en porcelaine, des verres en cristal, en argenterie polie. Je me suis glissé dans la chaise en face du siège vide réservé à Belle. Tessa et Marco s'assirent à droite, leur posture raide d'anticipation. Madame Harlon occupa la tête de la table, son expression prête, un masque illisible que je reconnaissais trop bien. Belle est entrée en dernier,
drapée dans un chemisier en soie qui a attrapé la lumière à chaque étape. Elle fit une pause quand elle m'a vu, les yeux s'élargissant fractionnellement, puis forçait un sourire poli. Elle a pris le siège à ma gauche pour un battement de cœur. Aucun de nous n'a parlé. Le serveur est arrivé avec un plateau de cannes de champagne et a versé un délicat flux de bulles. Tessa sirota nerveusement. La main de Marco trembla alors qu'il soulevait son verre. Je les ai regardés. Tous prendre cette première gorgée prudente, la tension presque tangible. Madame Arlan s'éclaircit la gorge. Miles, commença-t-elle, voix douce. Merci de vous joindre à nous. Son ton impliquait que ce dîner était ma faveur, pas la leur. J'ai incliné ma tête. Merci pour l'invitation. J'ai gardé ma voix mesurée, mon regard stable. Les doigts de Riel se courbèrent autour de la tige de son verre. Je pouvais voir ses jointures blanchir. Elle semblait prête à parler, mais je levai une main, un geste simple signalant que je déciderais des termes d'engagement. Lorsque le serveur s'est retiré, j'ai décompressé la sacoche et glissé le lecteur USB sur la table. Il a atterri devant Belle comme un gant qui contient une preuve de contrefaçon. J'ai dit, voix basse. Chaque document que vous et votre famille a produit pour me déshabiller. Les lèvres de Belle se séparèrent, mais aucun son n'est venu. L'air a changé. La posture de Madame Arlan se raidit. La main de Tessa secoua vers son sac. Les yeux de Marco se sont éloignés entre nous. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce que quelqu'un ait pour le remplir. Le vrai a avalé et a dit, Miles, nous pouvons résoudre ce problème sans drame. La plébation se sentait creuse. Je me suis penché en avant, en tapant le dossier de manille. À l'intérieur, voici des reçus et des déclarations totalisant 212 000 $, ai-je expliqué. Ce sont les coûts que j'ai engagés en préservant et en maintenant cet appartement. Chaque rénovation, chaque réparation, chaque mois de versements hypothécaires. J'ai extrait la feuille de calcul imprimée et je l'ai posée au sommet du dossier. Cette feuille de calcul décompose les dommages que vous me devez. Au total, 310 452 $. En vigueur immédiatement. J'ai poussé les avis verts et j'ai canalisé la police d'assurance sur cette propriété que vous aviez sous mon nom. Toutes les réclamations que vous déposiez seront refusées. Le visage de Belle s'épale. Elle jaillit ses mains sur ses genoux, les épaules tremblant imperceptiblement. Madame Arland se déplaça les lèvres comme se rétrécissant derrière un maquillage parfaitement appliqué. Elle s'éclaircit la gorge. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Sa voix vacilla, trahissant les nerfs qu'elle avait l'intention de cacher. C'est une question familiale. C'est une question juridique maintenant. J'ai interrompu tranquillement. J'ai verrouillé les yeux avec elle. Je vous ai donné toutes les chances de rectifier cela sans implication du tribunal. J'ai été patient, mais je ne tolérerai pas le vol déguisé en hospitalité. Le serveur a réapparu, offrant des menus, mais aucun de nous ne les a atteintes. Je me suis rassemblé. Les avis d'annulation. Mais il n'y a qu'une seule fois à suivre. Air comme de la fumée. Le regard de Belle m'a suivi alors que je rassemble mon manteau dans un rack dans le coin. Personne n'a déménagé pour m'arrêter. Personne n'a suivi. Alors que j'ouvrais la porte du couloir, les sons étouffés du restaurant dérivaient. Musique douce, rire lointain. Je m'arrêtai, jetant un coup d'œil en arrière. Belle était assise debout, les yeux lus, se concentrant entre la colère et le chagrin. Madame Arlan m'a regardé avec une évaluation froide. Le visage de Tessa était un masque de regret. La posture de Marco était raide, les épaules au carré comme s'il se préparait à la confrontation. Je leur ai offert un dernier signe de tête. Bonsoir, dis-je, la voix neutre. Puis je suis sorti dans le couloir, la lourde porte se rapprochant doucement de moi. Les carreaux de marbre reflétaient ma silhouette alors que je m'éloignais, chaque étape mesurée et sans hâte. L'air nocturne a attendu à l'entrée du restaurant, cool, clair et différent. Je l'ai inspiré et j'ai senti ma résolution cristalliser. Ils avaient prolongé une invitation sous couvert de réconciliation. Mais ils avaient sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à aller. Et comme je descendais les escaliers et émergeais dans la rue, je savais que lorsque le soleil du matin se levait, tout changeait à nouveau. Ils ont essayé de continuer sans moi. J'ai appris le premier anniversaire du bébé, non pas des invitations, mais des photos envoyées par mon cousin Jared. Des instantanés non filtrés d'une célébration qui ressemblait plus à des moqueries qu'à un jalon.
Les photos sont arrivées dans ma boîte de réception avec une ligne d'objets qui disait « Joyeux anniversaire, bébé Tessa », et rien de plus. Je les ai ouverts un par un, étudiant les détails comme si chaque image était une confession. Ils avaient déménagé dans un 2 chambres loué à Greenfield, un endroit qu'ils pensaient assez petit pour être confortable, mais assez grand pour organiser une fête. Le salon était parsemé de chaises incompatibles, des sièges en métal pliant boulonnés avec une chaise haute bébé à la tête de la table de fortune. Les murs étaient des cloisons sèches nues, la peinture bon marché se décolle dans les coins. Un arc-ballon se tenait tordu sur la table du party, ces ballons pastels à moitié gonflés et dégonflés dans une égale mesure comme si même les décorations étaient timides. Dans la première photo, Tessa se tenait derrière un chapeau de fête en plastique qui couvrait à peine ses cheveux, les joues roses de plaisir forcé. Elle sourit à la caméra, mais ses yeux trahissaient son épuisement. Marco planait à côté d'elle dans un polo ridé, une main serrant une tasse de punch jetable, l'autre planant près de la table de gâteau comme en protégeant un trésor invisible. Belle était nulle part en vue sur les photos, mais je savais qu'elle était probablement là-bas, encourageant quelqu'un à sourire pour les souvenirs. Dans un autre coup, j'ai vu les cupcakes, des cupcakes en boîte d'un bac de liquidation, le glaçage enduit de façon irrégulière, certains renversés sur la nappe. La pièce maîtresse était une petite poussette de jouets, maladroitement placée et hors de l'échelle. La légende de Tessa disait, reconnaissante pour l'amour, pas les choses, et je pouvais presque entendre le mantra auto-apaisant dans les mots. Pas de musique, juste une petite bague jouant sur le smartphone de quelqu'un. Dans une image, Marco a tenu le téléphone à loft, un haut-parleur explosant une piste de joyeux anniversaire générique en répétition. Les enfants de la fête, 2 tout petits du quartier, curieux, regardaient l'écran comme s'il s'agissait d'un portail magique. Mon propre fils, Lucas, aurait été 6 cette année-là. Je me demandais s'il aurait demandé à jouer son album de jazz préféré pour une fête si simple, si authentiquement la sienne. Je m'arrêtais sur cette pensée, goûter le contraste amer de ce qui aurait pu être et de ce qu'ils se sont installés. La dernière photo montrait Tessa en larmes, accroupie à côté de l'arc de ballon renversé, son groupe vous avait demandé. Un ballon dégonflé tomba à ses pieds, et la nappe portait des taches de punch renversées. À côté d'elle, Marco s'est agenouillé, offrant une tape maladroite à l'épaule. C'était un tableau d'épuisement et de déception, un miroir à la célébration vide qu'ils avaient contraint. Au bas de l'image et un petit script incliné se trouvaient les mots de Tessa, chaque instant compte. J'ai fermé la photo et je me suis assis, la chaise grinçait sous mon poids. Le silence de mon nouvel appartement a été un soulagement net après la scène bruyante et humiliée que je plaimais l'objectif de Jared. Je n'ai pas aimé le message sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envoyé de texte de joyeux anniversaire. Au lieu de cela, je me suis souri et j'ai fermé les photos. Dans ce sourire, c'était la satisfaction, mais aussi un pincement de regret pour l'innocence perdue, les expériences d'enfance volées par la cupidité et la tromperie. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis dirigé vers la cuisine, l'esprit bourdonnant de savoir que leur monde était enfin la taille qu'ils avaient créée, pas la mienne. Ils n'avaient plus le luxe de mon salon spacieux, mes installations personnalisées, mon attention particulière. Ils étaient confinés pour éliminer les locations et les cupcakes de dédouanement, vivant avec les conséquences de leurs propres actions. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Jared dans un café calme. Il a glissé les photos à travers la table et a offert un look sympathique. Ils essaient, dit-il doucement, en remuant son café. Ils veulent prétendre que tout va bien. J'ai hoché la tête, mais la charade s'est effondrée. J'ai répondu, traçant l'arc de ballon avec mon doigt. Je suis content que vous les avez envoyés. Il haussa les épaules. La famille est bizarre, a-t-il dit. Désolé, tu devais voir ça. Moi je l'ai agité. Bon ou mauvais, j'avais besoin de le voir. Il a siroté son latte, puis a demandé, quelle est la prochaine étape? J'ai considéré la question, la vapeur se soulevant devant moi comme un panache de possibilités détachées. Je reconstruis, j'ai dit, selon mes conditions. J'ai imaginé le déjeuner d'arrière-cour que j'avais prévu avec des collègues. Pas une fête d'hommage, mais un rassemblement d'égos. J'ai imaginé des tables de pliage sous le soleil, des étiquettes de noms sur des chemises qui se lisent, disponibles, interrogez-moi sur mes compétences et une invitation ouverte pour le réseautage et l'amitié. J'avais rédigé des dossiers d'URL du conseil d'emploi, des feuilles de travail de budgétisation et des recommandations personnelles, des outils pour aider tout ami, co-ouvrier ou connaissance de la construction de leur propre chemin. C'était bien de donner pour contribuer quelque chose de positif plutôt que de simplement se retirer. Ce samedi,
j'ai installé une longue table sous le chêne dans mon arrière-cour. Un déjeuner impromptu et des gaufres avec le pêché du poulet grillé et de la salade fraîche. J'ai arrangé les étiquettes de noms et le rôti soigné. Karen, ouverte pour les opportunités. Devant Excel Wizard Marisol, les médias sociaux Maven et mon propre Miles Carter, spécialiste du design et de la rénovation. Lorsque mes collègues sont sortis de voiture, leurs sourires surpris se sont transformés en salutations chaleureuses. Ils se sont assis, des assiettes empilées et nous avons passé l'après-midi à échanger des histoires, à des pistes d'emploi, à des conseils budgétaires, à des rêves entrepreneuriaux. Il y avait des rires, le genre honnête qui bouillonne non forcé. La tante de mon ex-sœur, Liliane, est apparue de façon inattendue. Elle étouffa les larmes en arrière à la vue du déjeuner, admettant « Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose de tel ». Ces paroles m'ont frappé. Elle m'avait sous-estimé, tout comme la famille de Belle l'avait fait. Marco m'a appelé amer quand il a appris le déjeuner à travers un message transmis par quelqu'un en commun. Il m'a accusé de se frotter le visage dans ses échecs. J'ai simplement répondu, c'est l'industrie. Je n'avais pas besoin d'expliquer davantage. Je savais que l'amertume était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai préféré le but. Ma réponse silencieuse me faisait plus mal que de crier parce qu'elle portait le poids de l'action, pas des menaces vides. Dans les jours qui ont suivi, de plus en plus de collègues ont ajouté leurs remerciements à mon chat de groupe, partageant de nouvelles pistes et me félicitant pour ma résilience. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon, à siroter du thé glacé et à regarder les lumières de la ville scintiller contre le crépuscule. L'appartement derrière moi était silencieux, mais je n'ai pas manqué le bruit. Dans ce calme, j'ai pensé au visage qui pleure de Tessa et je n'ai ressenti ni triompher ni pitié, mais une ferme détermination que chaque personne doit vivre avec la réalité qu'elle fait. J'ai levé mon verre dans le ciel nocturne et je me suis chuchoté, en avant. Demain, je m'attaquerai aux factures légales en attendant dans ma boîte de réception, les appels aux banques et aux compagnies d'assurance pour suivre les annulations, les lettres à Madame Harland remettant en question les notorisations de son mari. Cérémonie creuse de ceux qui confondent la possession pour l'appartenance. Belle a déménagé ce matin-là avec seulement un seul sac Duffel et son téléphone, laissant derrière lui l'écho de son absence. Elle m'a envoyé un texto plus tard. Réinitialisons. Pas de drame. J'ai regardé le message pendant longtemps, le pouce planant sur le champ de réponse avant de placer le téléphone face vers le bas. Réinitialiser. Pas de drame. Les mots avaient un goût vide comme des confettis sans célébration. Je me suis versé une tasse de café et je me suis dirigé vers l'arrière-cour où j'avais prévu un petit déjeuner pour mes collègues. Le ciel était couvert mais doux, parfait pour se rassembler autour de longues tables sous le chêne. J'ai mis en place des chaises pliantes et placé des étiquettes de noms où j'avais lancé les compétences de chaque personne disponible en tant que moi sur mes compétences. Ce n'était pas une fête de pitié. J'ai insisté là-dessus. C'était un atelier et un espoir. À midi, mes collègues ont commencé à couler. J'ai regardé Devon, qui avait condamné une fois qu'il avait du mal à trouver une position éloignée, s'est glissé dans une chaise et a échangé son étiquette contre un travail à distance en lecture. Marisol a ajusté son étiquette de Maven sur les réseaux sociaux et a offert une sélection de brownies faits maison. Le tintement des assiettes et du bourdonnement de conversation ont rempli l'air comme de la musique. Même le chien des voisins, Max, a tapoté la porte et a reçu une tranche de gâteau aux carottes. J'ai ri quand la queue de Max a frappé la table de pique-nique et j'ai réalisé que c'était le genre de véritable chaleur que je ne connaissais pas depuis des mois. J'ai distribué les dossiers que j'avais assemblés, les feuilles de calcul des offres d'emploi locales, les liens vers des services de conseil abordables, les modèles budgétaires que j'ai rédigés dans les heures calmes la nuit précédente. Les gens ont traversé les pages, marquant les favoris, partageant des idées. Karen, le graphiste qui avait été indépendant à travers une sécheresse de contrats, m'a éloigné. Je ne savais pas à quoi m'attendre, a-t-elle admis. Mais c'est exactement ce dont nous avions besoin. Ses yeux ont rencontré les miens. La gratitude brillait en eux et quelque chose en moi s'adoucit. C'était plus que du rétribution. C'était comme une rédemption. Pendant ce temps, à l'intérieur de mon appartement, les murs étaient des témoins silencieux de la transformation de ma vie. La peinture grise était fraîche, appliquée après le départ de Belle. Le nouveau sol en chêne se trouvait sous nos pieds, chaud et solide, intact par des talons de bottes ou des catlotes. J'avais embauché un entrepreneur pour installer un éclairage énergétique et pour remplacer le lave-vaisselle cassé que j'avais récupéré dans l'ancienne unité. Maintenant,
l'espace ressemblait à une toile vierge prête à de nouveaux souvenirs plutôt qu'à une galerie d'échos fantomatiques. Après le déjeuner, Liela de Tessa, qui avait toujours été gentille avec moi, même lorsque sa nièce n'était pas, est arrivée à l'improviste. Elle portait une bouteille d'eau mousseuse et une assiette de barres de citron. Les yeux d'Hila brillèrent en me tendant les friandises. J'ai entendu parler de cela, a-t-elle dit doucement, se référant au déjeuner. Je suis venu vous soutenir. Je l'ai remercié, acceptant les barreaux de citron et un câlin qui semblait authentique. Elle a chuchoté, ils ne vous méritent pas, j'ai secoué la tête doucement. Ce n'est plus pour eux. Il s'agit d'aller de l'avant. Cet après-midi, j'ai organisé mon bureau et rédigé des emails aux banques et aux assureurs. J'ai joint des copies des avis de réduction et des instructions pour supprimer le nom de Belle de chaque compte. J'ai préparé des lettres détaillant les frais d'utilisation de la propriété, Tessa et Marco devaient pour occuper mon ancien appartement. Chaque message était précis, à l'émotion, à la langue des contrats et à la loi, à des experts. En veillant à ce que chaque institution ait reçu des instructions claires et des preuves de mes affirmations. Little fleuriste qui a vendu des bouquets à fleurs sauvages. Les marguerites du fleuriste, des pétales jaunes vifs hochant la tête sur un visage de verre. Quand je suis rentré chez moi, je les ai placés sur la table à manger, une promesse silencieuse de nouveau début. De retour dans l'appartement, j'ai préparé le dîner pour un. Cuisse de poulet rôti avec de l'ail et du romarin, une recette simple que j'avais perfectionnée au fil des années d'expérience de cuisson. La minuterie du four s'est chutée et j'ai transféré le poulet dans une assiette, la vapeur se recroquevillant dans la faible lumière. J'ai mis une seule place à la table, j'ai allumé une bougie et je me suis assis. Il n'y avait pas de posture ici, pas de public, juste moi, la douce lueur de la lumière des bougies et l'arôme riche de mon repas. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, reconnaissante pour le calme et l'espace pour respirer. Après le dîner, j'ai recommencé le texte de Belle. Réinitialisons. Pas de drame, et à taper une seule réponse. Profitez de votre réinitialisation. J'avais pêché, puis supprimé le fil du message, le laissant disparaître. Je n'avais pas besoin de discuter de la sémantique ou des émotions. Mon objectif était de l'action, sur la construction d'un avenir par mes propres mains plutôt que de déconstruire le passé par le leur. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis entré sur le balcon, des gouttelettes de pluie attrapant la lumière comme des diamants. La ville brillait en dessous, en constante évolution, en constante évolution. J'ai inspiré l'air humide de la nuit, ressentant une joie tranquille que je ne connaissais pas était possible. Mon téléphone a bourdonné d'un message d'un vieil ami avec qui j'avais perdu le contact. J'ai vu votre message sur le déjeuner. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les projets de conception, comptez-moi. J'ai souri et tapé. Rattrapons bientôt. Ensuite, j'ai placé le téléphone dans ma poche et tourné mon regard vers les étoiles en train de jeter un coup d'œil dans les nuages. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison était comme un refuge plutôt qu'un champ de bataille. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je l'ai accueilli. Pluie ou brillance, rire ou solitude. Parce que dans ce nouveau chapitre, je ne survivais pas simplement. J'étais en plein essor, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne m'attendais pas à ce que la normale se sente si paisible. Mes matins commencent par la lumière du soleil filtrant à travers les nouveaux stores que j'ai installés dans le salon. Store je me suis choisi sans débat. Je monte sur le sol en chêne chaud et je me dirige vers la cuisine où le tiroir de Rena est assis à côté du mien rempli de son thé préféré. Elle est déjà là parfois versant du café dans 2 tasses avant d'atteindre le mien. Aucune question sur la cuisine qui est, juste une routine partagée qui semble authentique. Au milieu du matin, je m'installe dans mon établi dans le coin où je rédige des conceptions pour un projet de rénovation. Rena fredonne tranquillement alors qu'elle met les marguerites que j'ai achetées. Un petit rituel que nous partageons. Chaque pédale un bref rappel de ce nouveau chapitre. La lumière du soleil danse sur les murs et je me rends compte que je ne tressaille plus sur les ombres jetées par des décalcomanies pastel où je ne ressens pas les ruisseaux où les haut-parleurs étaient accrochés. Cet espace est le nôtre, mais il est enraciné dans le respect. Un après-midi, je suis passé devant une vitrine et j'ai rencontré un voisin qui m'a reconnu du déjeuner que j'avais organisé. Elle m'a félicité pour la construction de la communauté, et j'ai ressenti de la chaleur au compliment. À ce moment-là, j'ai compris que l'appartement n'était pas seulement ma maison. C'était une base pour les connexions que je presque perdu contre l'amertume. Au 3e mois, Rena et moi avions organisé nos horaires. Alors, elle a préparé le dîner 2 fois par semaine et j'ai géré le linge. Pas de ressentiment, pas de frais cachés, juste du travail d'équipe.
Nous avons ri lorsque nous avons découvert notre liste de lecture sur le chevauchement et nous avons dansé spontanément sur un morceau préféré partagé, tournant dans le salon sans soin. Au 6e mois, la brosse à dents de Rena a occupé une tasse à côté du mien. Au mois 8, nous avons découvert que nous nous attendions. Nous ne l'avons pas crié sur les toits ni mis en scène une séance photo. Au lieu de cela, elle a placé sa main sur son ventre qui pousse alors que je peignais notre pépinière un gris apaisant, et nous nous sourions. Pas de caméra, pas de légende, juste là. Lueur douce d'un secret partagé. Je n'ai pas publié d'annonce. Je n'ai même pas dit à mon ex. Au lieu de cela, j'ai accroché un petit panneau en bois au-dessus du berceau qui lit « Bienvenue, petite ». Une déclaration d'espoir silencieuse. Chaque nuit, quand je m'allongeais à côté de Rena et que je sens notre bébé donner un coup de pied, je sais que c'est la vie que j'ai récupérée, une nouvelle normale définie par l'amour, l'honnêteté et les connaissances qu'un jour étaient suffisants pour recommencer. La lumière du matin est arrivée douce et dorée à travers les rideaux transparents, et je me suis réveillé à côté de Rena au son de la respiration douce de notre bébé dans le berceau à côté de notre lit. Au cours des semaines qui ont suivi la date d'échéance, chaque jour s'était déroulé avec une perfection tranquille que je n'avais pas cru possible. Je m'étirais, plantant mes pieds sur le sol en chêne chaud et ressentant la solidité de chaque planche sous moi. Preuve que cette maison était enfin la mienne. Aucune action encadrée se cachant derrière des ballons. Pas d'ultimatum chuchoté caché dans des cadres dorés. Juste le rythme cardiaque constant d'une vie reconstruite. J'ai rembourré la cuisine dans des chaussettes où l'odeur du café frais m'a accueilli. Rena se tenait près du comptoir, fredonnant alors qu'elle versait du rôti foncé dans 2 tasses. Chaque tasse portait nos initiales dans un scénario délicat, un petit moment où elle avait commandé pour célébrer notre nouveau départ. J'ai enroulé les 2 mains autour de ma tasse et j'ai inspiré l'arôme. Reconnaissant pour le rituel qui a marqué une autre journée ordinaire et extraordinaire. Notre salon était étouffé, les murs gris se calment et sans fioritures, à l'exception d'un seul panneau en bois au-dessus du berceau. Bienvenue, petit. Pas de filtre Instagram, aucune annonce de bébé prévue des semaines à l'avance. Juste une promesse accrochée doucement sur le mur. J'ai jeté un coup d'œil au berceau et j'ai regardé notre nouveau-né remuer, de minuscules points curling et décroissants. Ma poitrine s'est réchauffée à la vue. Un jour avait été suffisant pour récupérer tout ce qui comptait. Maintenant, une vie de jour suivrait. Plus tard dans l'après-midi, je suis rentré chez moi après une brève réunion avec un nouveau client, quelqu'un qui avait entendu parler de mon travail de rénovation à travers le bouche à oreille et avait besoin d'une refonte complète de la cuisine. Je suis entré à l'intérieur pour trouver Rena à genoux à côté du four, essuyant le dosseret de carreaux de métro fraîchement installé. Je l'ai rejointe, traçant les lignes de coulis avec un doigt, m'émerveillant de la façon dont l'espace se sentait poli. Nous avions démantelé les vieilles armoires ensemble, posé chaque tuile à la main et peint les armoires une marine profonde pour comparer les murs pâles. C'était plus qu'une rénovation. C'était un symbole de ce que nous pouvions construire ensemble. Fort, beau, honnête. Ce soir-là, mon téléphone a bourdonné un email de la mère de Belle. Un autre sermon sur le pardon, un autre intracicatnel de guérir les vieilles blessures. J'ai lu ces mots sans colère ni regret. J'ai archivé le message non lu et retourné à Rena, qui chantait doucement notre bébé sur le canapé du salon. La mélodie était douce, une berce de contentement, et je ressentais un sentiment de paix sur moi. Ma vie passée, celle définie par la trahison et les actes volés, s'était dissous. À sa place se trouvait une maison définie par la confiance et les rêves partagés. Alors que le crépuscule s'installe, je suis monté sur le balcon, tenant notre bébé enveloppé dans une couverture douce. Réa se tenait à côté de moi, tenant la petite main de Rena Junior. Nous avons regardé les lumières de la ville scintiller sur l'horizon. Une seule journée avait été suffisante pour récupérer un appartement, pour éliminer chaque fausse réclamation et chaque cadeau creux. Mais cela avait également été suffisant pour m'apprendre que les vrais trésors, l'amour, l'intégrité, la famille de la vie ne pourraient jamais être déconnectés. Dans ce sion coulissant entre la nuit et le matin, avec ma famille à mes côtés, je savais que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un jour était suffisant, et maintenant chaque jour serait plus que suffisant.